bonjour à tous, bienvenue et merci de participer à cette table ronde. Je suis Michel Juvin, je suis chroniqueur chez Alliancy et aujourd'hui on va parler, enfin cet après-midi, pardon, pendant les prochains 3/4 d'heure, on va parler juste de l'automatisation du SOC et jusqu'où aller. Et comme me disait mon collègue de gauche, 3/4 d'heure, ça va être finalement assez juste parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais on va essayer d'être concentré et surtout assez concis en fait dans nos réponses. On a convenu ensemble qu'on était d'accord pour prendre les questions au fil de l'eau. Donc donnez-moi un petit peu de temps pour que je vous amène le micro pour que vous puissiez poser une question si vous pouvez contribuer potentiellement effectivement au contenu de ce déroulement. L'idée de fond, c'est quand même de parler dans un premier temps du scope, du SOC, couverture, parler aussi des procédures, des compétences, et tout ça en fonction des différents types de SOC, bien sûr, et parler de l'automatisation aussi, et finalement, contribuer, l'IA, comment peut-elle contribuer aussi à l'optimisation du SOC. Donc, autour de nous, on a un panel de personnes très représentatifs et qui ont justement une grande expérience au niveau du SOC. C'est pour ça que ça va être super intéressant. Et je vous laisse, s'il vous plaît, vous présenter les uns après les autres. Bernard, on peut commencer par toi? Oui, bonjour, Bernard Cardeva. Donc, je suis dirigeant d'Enedis, ex-directeur cybersécurité d'Enedis. Donc, mon expérience en matière de SOC, en préparant la table ronde, je peux dire que dans ma carrière sur plusieurs décennies, j'ai à peu près rencontré tous les types de SOC que l'on peut imaginer, en partant du SOC de circonstance qui est projeté sur les théâtres militaires en opération, jusqu'au SOC qui devient un rouage du Fusion Center qui permet d'assurer la production numérique d'une très grande entreprise. Donc toutes les déclinaisons internes, externes, hybrides, nearshore, offshore, à un moment donné, je les ai croisées. Voilà. Ça va être une expérience très intéressante et en même temps, tu as un autre rôle, tu as oublié d'en parler. Et actuellement, j'accompagne la protection civile, qui est un acteur qui va être fortement impliqué dans le cadre des Jeux Olympiques. Et donc, je les accompagne sur la transition digitale et puis la montée en maturité cybersécurité. Et également, j'interviens en tant que représentant du club des experts de la sécurité de l'information et du numérique, le CESIN, qui... C'était pas prémédité. Le CESIN, qui d'ailleurs, je vous invite à la consulter, a fait faire une petite étude sur les différents SOC. En partenariat avec Advance. Mouhidine, s'il te plaît. Merci, bonjour à tous. Mouhidine Abache, je suis practice leader au sein d'une ESN qui s'appelle Neosoft et je suis en charge des opérations de cyberdéfense, donc pour le coup des opérations d'ingénierie, de détection, de réaction et de réponse aux incidents de sécurité. Donc du coup l'idée c'est d'apporter une vision plus orientée ESN et services à destination de nos clients et du coup là on va avoir des interactions intéressantes avec les différentes visions. Oui, c'est l'avantage, on a les deux côtés. Nastéo. Bonjour à tous, donc Nastéo Aden, je suis RSSI, membre du CEF6, le Cercle des femmes de la cyber. Je suis présidente d'une association qui s'appelle Cyber Savoir, où on fait la promotion justement des métiers d'analyste et surtout de rappeler que on est aussi en carence de ces métiers-là et que c'est des profils qui sont accessibles, d'accompagner à la formation, à l'insertion. Et aujourd'hui, je vais intervenir justement, et je suis ravie de vous rejoindre, intervenir sur cette notion entre l'automatisation et l'intervention humaine. Quelles vont être, en fait, lorsqu'on va aller au bout de cette automatisation, quelles vont être les positions et les interventions et les nécessités qu'on va imaginer demain, et est-ce que cela va amener à une transformation de nos métiers? Merci. Merci. Et Franck Perrier. Franck Perrier, donc directeur cybersécurité du groupe Emeria, donc en France, c'est Foncia, on va dire. Donc 18 000 personnes, en France, en Belgique, en Allemagne, en Angleterre, etc. Donc le SOC chez nous, c'est quelque chose de progressif, on va dire, puisqu'on a commencé, je me souviens, j'étais tout seul il y a quelques années, Thierry m'a rejoint, et en fait on a construit quelque chose d'un peu hybride en s'appuyant sur l'éditeur en service managé et avec une deuxième défense plutôt interne, plutôt orientée investigation, donc une approche plutôt protection et une approche investigation plutôt internalisée. Je suis aussi membre du CESIN, bien évidemment. Il truste un peu toutes les tables rondes, le CESIN. Mais bon, j'en fais partie aussi.
Et on va commencer donc ce premier thème avec un premier point sur le rappel des enjeux et avantages du SOC. Et je vais proposer à l'ami Bernard de sa longue expérience nous en parler un tout petit peu. Alors, l'intérêt du SOC, je pense que tout le monde ici sera assez vite convaincu que le SOC est présenté comme un maillon de la chaîne de la cyberprotection. Et en fait, de ma longue expérience, je pense qu'il faut changer cette image. Et en fait, le SOC, c'est un des engrenages d'une horlogerie de plus en plus complexe qui permet d'assurer la cyberdéfense de l'entreprise. Alors, une fois que j'ai dit ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, le SOC doit disposer d'éléments techniques et d'éléments de process permettant d'aller très très vite dans la réaction. En fait, on est dans un échiquier où il faut jouer à la fois sur l'espace-temps, c'est-à-dire la réactivité, c'est-à-dire la vitesse d'apprentissage des technologies, la vitesse d'apprentissage des nouvelles menaces, et puis un espace quasiment géographique, c'est-à-dire la couverture, la cible de surveillance, la couverture globale du SOC. Et donc, les différents modèles, on le verra, ont des avantages et des inconvénients par rapport à ces deux axes de lecture. Oui, tout à fait. Il y a toute une partie en fait de collecte d'informations, des logs issus en amont et en aval. Franck, il y avait un point sur toute la partie efficacité du SOC dans le mécanisme où on prend en compte cette notion, il est capable d'agir lui aussi. J'aime bien ce que dit aussi Bernard aussi sur l'aspect espace-temps, en remplaçant espace par contexte de l'entreprise, effectivement, de bien comprendre le contexte de l'entreprise. Effectivement, on peut avoir un niveau de SOC très orienté protection qui va être capable de détecter des signaux forts et mettre en isolation des pans entiers de systèmes d'information, mais on peut aussi avoir des signaux un peu plus faibles ou des événements de sécurité qu'on doit qualifier, et pour bien les qualifier, il faut bien connaître son espace, donc son contexte. Donc un SOC sans connaissance des SI, et quand on arrive à l'avoir, c'est un SOC un peu aveugle, mais il est important aussi d'avoir un SOC plutôt orienté je réponds et je réfléchis après dans certains contextes, parce qu'on sait très bien que ça se propage extrêmement rapidement lorsque c'est entré dans nos systèmes d'information. Ouais, cette notion de temps est effectivement vraiment un critère important à prendre en compte. Mouhidine, on avait parlé ensemble là, de toute cette partie analyse, triage. Comment ça fonctionne exactement, vous qui êtes de l'autre côté au niveau des opérations en fait? C'est une bonne question, parce que du coup, selon les modèles qu'on va avoir, on en parlait tout à l'heure, hybride, pas hybride, externalisé, internalisé, on va avoir des modes opératoires différents. Mais pour le coup, si on se base sur une sorte de standard, on va avoir 3 niveaux de service, niveau 1, 2, 3, jusqu'à la levée de doute et la réponse à incident s'il y a un doute avéré ou un incident avéré plutôt. Et on va fonctionner sur un mode hybride selon les activités de l'équipe. Et on va voir que selon les activités, les modes opératoires sur lesquels on va être engagé, du coup l'automatisation, enfin les playbooks autour de l'automatisation vont être différents selon les équipes que l'on engage dans les opérations. Ok. Et donc Nastéo, si vous pouviez nous parler un petit peu des différents niveaux de SOC, les niveaux 1, 2, 3, ce qu'on appelle communément en fait des premiers niveaux jusqu'au dernier niveau. Alors, je vais plutôt le prendre par le biais de la thématique, plutôt sur cette partie d'automatisation, entre la réception des alertes, le triage, la catégorisation, la classification et ainsi de suite. En fait, ce qui est important là, c'est de parler surtout de standardisation. Aujourd'hui, comment on peut imaginer, parce que pour intégrer cette notion d'automatisation, il faut qu'on puisse imaginer un maximum, une standardisation de ces différentes opérations. Et donc pour cela, en fait, au travers des playbooks, d'imaginer comment on peut positionner des types d'actions, des types de réactions qui vont pouvoir amener cette forme d'automatisation tout en ayant une maîtrise du risque. Parce que entre
les faux positifs qu'on va devoir traiter d'une certaine manière et qu'il va falloir porter une analyse supplémentaire orientée sur selon le niveau d'alerte. Est-ce que ce niveau d'alerte est plutôt moyen ou élevé et donc orienté vers un SOC de niveau 2 et donc forcément d'avoir le traitement de nouveaux scénarios, etc., etc. Et donc, il y a surtout la notion de standardisation de cette de gestion en fait de cet incident qui va nous mener vers cette réflexion d'automatisation et donc forcément de reroutage et de triage. Oui, on voit qu'en fait le SOC a différents niveaux de compétences en fait et aussi de proximité vis-à-vis en fait du client en l'occurrence. Lorsqu'on passe sur la partie tout ce qui est procédure de gestion et logiciel de traçabilité, il y a quand même pas mal de points importants à voir avec tout ce qui est les inputs, c'est-à-dire ce que l'on peut recevoir en entrée du SOC et tout ce qui est en sortie. Et en l'occurrence, Bernard, ton feedback sur ces liens avec le cercle, le SIEM et tous ces mots, ces acronymes un peu barbares. Alors, je pense qu'il importe que le SOC soit capable de mettre en place des logiques d'échange, c'est-à-dire que les échanges de bas niveau qui vont être des échanges techniques, typiquement de l'interopérabilité, de la mise en place de collecteurs de logs à différents endroits. Donc ça, c'est le premier niveau de partage, le premier niveau de fusion technique. Mais il est également indispensable que dans l'organisation, que ce soit une entreprise, une administration ou autre, le langage métier du SOC soit connu à la fois des utilisateurs, soit connu des équipes de l'IT, puisque le SOC est de plus en plus impliqué dans l'IT de l'organisation, et plus on va aller dans l'automatisation, plus le SOC va provoquer des évolutions techniques, technologiques qui vont impacter la production numérique de l'organisation. Donc il est fondamental que le SOC est une grammaire, qu'il est un langage partagé avec les autres. Dernier élément, en termes de visibilité, dans les structures les plus matures, et c'est quelque chose que l'on a atteint chez Enedis, l'activité du SOC, elle doit se faire en transparence et il doit publier une météo qui est compréhensible à la fois par la ligne managériale, compréhensible par les sachants techniques et, in fine, compréhensible par l'ensemble du corps social de l'organisation. Donc ça veut dire qu'il y a à la fois des éléments très techniques et des éléments qui sont de synthèse. Par exemple, le niveau de risque résiduel à un instant T, c'est quelque chose qu'il faut être capable d'afficher. Et souvent, le SOC, en coordination avec le CERT, va avoir ce rôle-là. Et donc ça fait le lien avec les différentes interactions possibles que l'on peut trouver avec un SOC. C'est-à-dire il y a des SOC qui sont plénipotentiaires, il y a des SOC qui sont des inducteurs d'informations, et il y a des SOC qui sont en responsabilité de la réaction. Et donc là, c'est un domaine où l'automatisation va pouvoir prendre tout son sens. Oui, et en matière de procédure, tout ce qui est, par exemple, la conception des playbooks qui vont permettre d'automatiser tout ça. Nastéo, tout ce qui est détection des activités, des incidents au travers des playbooks, c'est quoi votre feedback par rapport à ça ? Alors déjà, sur les playbooks, ils nous servent de guide finalement sur les différentes étapes de réaction qu'on doit avoir. Et donc de pouvoir, comme je disais tout à l'heure, de imaginer et standardiser, c'est ce qui va nous permettre de pouvoir avoir la meilleure réponse à cet incident. Alors d'abord sur la partie triage, sur la partie détection, sur la grille de réponse d'incident qu'on va avoir, les mesures qu'on va appliquer, mais aussi les niveaux de réponse également en termes de communication et de cette interopérabilité dont vous parliez. Et donc, c'est là où c'est important, c'est le cahier de jeu, le cahier de déploiement et le cahier de réaction qu'on va mettre en œuvre. Il faut qu'il soit le plus normalisé possible, hein, donc il y ait ce langage, justement, ce vocabulaire du SOC. Mais c'est ce qui va surtout permettre d'avoir une véritable proactivité sur les incidents. On sait reconnaître, on a cette intelligence, on a ce playbook, on l'enrichit, il y a cet apprentissage, et c'est ce qui va permettre de pousser et d'amener cette réflexion d'automatisation, tout en ayant le bon équilibre entre la mesure du risque, soit son traitement, et la confiance qu'on va attribuer au playbook, donc la maturité du playbook qui va nous permettre d'amener justement la bonne réponse.
Super. Et Franck, on avait parlé aussi d'un point important sur la contribution du SOC à la sensibilisation des utilisateurs. Ah oui, c'est très intéressant parce que, enfin, je me souviens une fois d'avoir fait une sensibilisation en présentiel au RH. Et en fait, je leur montrais les logs de mon SIEM en leur expliquant. Vous allez me dire, mais c'est super technique. Ben non, parce que en fait, ils se rendaient compte qu'il y avait des Brésiliens, des Chinois, etc., qui étaient en train d'essayer d'usurper leurs identités. Donc, c'est parce que c'est en permanence. Enfin, les bruits de force, tous ces trucs-là, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est de montrer la réalité des choses. Et le SOC, l'outillage que l'on a et les compétences qu'on a pour comprendre ce que ça nous raconte et de l'utiliser, eh bien, ça permet finalement de montrer la réalité à tout le monde, quoi. Donc c'est plus parlant. Et quand tu vous rencontrez peut-être 1 an ou 2 ans après ces personnes-là, ils se souviennent de ce que vous leur avez raconté parce que ça les a touchés, typiquement. Ça les a touchés puisque ça les concerne directement. Ouais, ça c'est assez pratique. Il y a des exemples assez croustillants dans les rapports du SOC. On a parfois du mal à exploiter officiellement, mais oui. Et pardon, Franck. Ouais, quand vous rajoutez la CTI avec ça, c'est encore plus. Ça faut encore l'expliquer, la CTI au commun des utilisateurs entre guillemets. Un petit point de détail sur la partie procédure. Mouedine, vous avez rédigé un manuel qualité qui est assez pertinent, j'ai l'impression. En remettant dans le contexte, Neosoft, c'est une ESN. On propose des services managés à nos clients et nos commanditaires, ils ont des niveaux de maturité différents. Tout à l'heure, on en parlait. Et il était important, de notre point de vue, d'avoir une qualité exemplaire pour un client qui est assez immature dans le domaine de la détection ou de la cybersécurité au sens large du terme, et un client qui est très mature. Et du coup, on est parti sur un document, un manuel qualité de notre service de détection d'incidents de sécurité et de réaction. D'ailleurs, on a un manuel qualité pour nos équipes d'audit, de détection de réaction et de réponse à incident pour notre CSIRT. Et dans ce manuel qualité, globalement, on va trouver des processus de build, des processus de run, des processus d'escalade, des processus de pilotage et des processus support. Et là où je rejoins Bernard, dans ces processus-là, sont des processus à destination de nos effectifs, de nos équipes, du SOC et du CSIRT, mais aussi à destination de nos commanditaires et de leurs équipes. Donc pas forcément le SOC de notre commanditaire, mais aussi les équipes d'infra, d'ingénierie, métier, parfois, quand on supervise des usines et qu'on met en place des scénarios de réaction sur des environnements industriels, il est important d'avoir cette notion de métier, comprendre le métier pour pas avoir d'impact négatif sur le métier, mais avoir un impact positif sur la réaction à l'incident de sécurité. Et tout ce que je viens de dire là passe dans des processus. Donc un processus, des données d'entrée, des étapes, des données de sortie, qui sont assez standardisées. On parlait de standardisation tout à l'heure, et qui nous permettent d'avoir le même engagement. Bon, un processus, ça vit évidemment. Donc on le révise tout le temps, ce manuel qualité, mais ça nous permet de nous engager de la même manière pour tous nos commanditaires et avec la même qualité de service. Ouais, l'automatisation s'appuie forcément sur quelque chose qui est standard. Et d'avoir défini ce manuel qualité, c'est effectivement une approche qui est assez sereine et efficace. On passe maintenant sur un thème qui est plus intéressant aussi, c'est la partie mesurer la performance en fait de ce maintien en conditions opérationnelles que le SOC apporte, avec cette notion quels sont tableaux de bord, indicateurs, traitement des incidents. Bernard, de ta courte expérience dans le domaine, qu'est-ce que tu peux nous apporter? Eh bien, je vais me répéter. C'est-à-dire qu'on va mettre des KPI dans le domaine du temps, donc du chrono. Combien de temps pour prendre en compte un incident de sécurité? Combien de temps pour le qualifier? Combien de temps pour faire déployer un correctif? Combien de temps pour qualifier la gravité d'un constat? Donc ça se joue au chrono. C'est-à-dire, plus le SOC est performant, plus il va vite à proposer ou prendre la bonne décision. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est le degré de cécité du SOC. C'est-à-dire, mon SOC, il voit quoi? Il voit une sous-partie du système d'information, il voit la totalité du système d'information, voir est-ce que mon SOC interagit avec les SOC de mes partenaires, de mes clients, voire de mes donneurs d'ordre. Puisqu'on commence à voir maintenant de l'interaction entre les équipes qui opèrent et qui managent différents SOC. Donc tout cela, ça va être des critères, ça va être des métriques. Donc ce qu'il faut retenir, c'est 1, ça se joue au chrono.
2, c'est le taux de couverture de mon SOC. Et troisième élément quand même, on est quand même dans un monde de la technologie. Posons-nous la question, est-ce que mon SOC, il est techniquement à l'état de l'art? Et quand on dit qu'un SOC est techniquement à l'état de l'art, je rejoins ce que tu as dit, il n'est pas seulement à l'état de l'art sur le plan technologique, il est à l'état de l'art sur le plan des processus métiers. Et c'est à ce moment-là que, par exemple, on va intégrer la logique dans mes processus métiers pour être de plus en plus performant. Qu'est-ce que je peux automatiser et qu'est-ce que je ne dois surtout pas automatiser? Ok. Intéressant. Mouhidine, dans votre fonction en fait de traiter des SOC de plusieurs clients, il y a toute une partie qui concerne cette notion de réduction des faux positifs qui est vraiment cruciale pour éviter d'être inondé d'informations. C'est même enfin, pas qu'être inondé, finalement, c'est même un engagement social auprès de nos collaborateurs. On sait qu'aujourd'hui, les analystes, enfin, je pense s'il y a des personnes qui opèrent ou qui sont sur des services de détection, on sait que plus il y a de faux positifs, plus on s'ennuie, plus on a de turnover, et globalement, on perd une capacité aussi de savoir-faire et d'industrialiser ce savoir-faire dans le temps. Donc, globalement, il faut réduire les faux positifs. Pour réduire les faux positifs, il y a plein de méthodes différentes. Et l'efficacité du vrai positif, finalement, elle est très orientée métier. Comprendre le système d'information, aussi bien sur l'IT, la partie numérique, digitale, ce qu'on veut, mais aussi la partie métier, c'est-à-dire une des expériences les plus remarquables, c'est une société qui fait de la topographie. De rue, hein, globalement, ils font, et je vous raconte une anecdote, ils font des cartographies de rue pour savoir si on va pas percer le mauvais tuyau au moment où on va refaire la chaussée. Si quelqu'un a eu déjà des problèmes de fibre ou d'électricité, ça a dû arriver, j'en vois qui rigolent dans la salle, et ben il a fallu comprendre comment fonctionnaient les ingénieurs sur ce métier de topographie pour comprendre comment on allait détecter des incidents de sécurité et mettre en place une certaine automatisation qui n'impacterait pas négativement le métier et les sous-traitants ou les clients de cette société-là. Et mine de rien, c'est assez important. Donc, quand on arrive à allier la compréhension du système d'information avec des analystes qui comprennent le système d'information, enfin, quand je dis analyste, c'est aussi bien nos équipes de build que de run. On comprend le système d'information, on comprend le métier de notre commanditaire et on comprend le fonctionnement des utilisateurs sur ce système d'information pour atteindre leur métier. On a déjà une capacité à réduire les faux positifs avec ces méthodes-là. Après, on a des méthodes mathématiques ou algorithmiques qui nous permettent de le faire aussi. Ouais, c'est très important, cette notion de l'analyste SOC, il doit être à l'extérieur, donc il est effectivement souvent à l'extérieur, mais en même temps, on a l'impression qu'il est dans l'entreprise, parce que tellement il est capable de comprendre en fait le fonctionnement de l'entreprise. Franck, tu peux nous donner un petit feedback, toi, sur cette partie mesure de la performance du SOC? J'ai pas grand-chose à dire sur cette mesure de performance, parce que je suis pas à un niveau de maturité tel que décrit par Bernard. Mais néanmoins, je pense que l'efficacité, c'est déjà, premièrement, c'est d'être sûr que l'ensemble des événements de sécurité remontent en centrale aux bonnes équipes, qui vont être prises en compte par une organisation dans la journée au moins, et que les gens vont vraiment suivre ces événements de sécurité. Le deuxième élément aussi, c'est aussi la qualité de réception des informations, comment on contrôle. Parce qu'en fait, grosso modo, le SOC reçoit de l'information et traite l'information. Si les systèmes n'envoient plus l'information, qu'on n'est pas au courant, ben voilà. Et grosso modo, combien de fois vous avez le log source qui n'écrivent plus dans votre SIEM et vous en apercevez pendant un incident de sécurité. Donc il y a un vrai sujet aussi au-delà. Enfin, il y a le chronomètre, j'entends bien, mais il y a aussi le maintien en condition opérationnelle des infrastructures. C'est quand même un SIEM, à une échelle internationale, c'est quand même costaud, hein. Vous avez quand même plein de systèmes qui écrivent dedans, vous avez peut-être d'autres SIEM, etc. Donc c'est pas évident, et contrôler tout ça, je pense que ça nécessite de mettre en place des indicateurs aussi de qualité des systèmes de réception des logs, quoi. Merci Franck. Mouhidine, tu voulais rajouter un petit point sur ce domaine? Oui, merci. En plus, je reviens sur l'aspect un peu innovant, parce qu'il faut quand même aller voir un peu de l'avant ce qui se fait aussi ailleurs et comment innover sur la partie indicateur et mesurer l'efficacité d'un service de détection ou de son automatisation. Il y a des liens. Enfin, si on reprend la genèse d'un SOC, un moteur de corrélation qui corrèle des événements entre eux pour détecter des incidents de sécurité.
On peut aussi corréler des indicateurs de performance stratégique, opérationnelle, pour mesurer pour avoir un indicateur de performance d'un SOC. Je prends l'exemple entre le temps de détection et le temps de réaction. Ça vous parle tous. Normalement, on se dit, ok, si on a un temps de détection qui est long, on risque d'avoir un temps de réaction qui est long. Bon, on vient de faire on vient d'utiliser une méthode de corrélation qui s'appelle la méthode de corrélation de Pearson. Donc, classique. Mais on peut aussi avoir d'autres méthodes de corrélation et sur des datasets qui sont un peu différents. Je prends l'exemple, on parlait tout à l'heure de faux positifs. La corrélation entre le nombre de faux positifs que l'on a, qui arrivent chez nos analystes, ou que nos analystes qualifient plutôt, et le respect de la PSSI par notre propre commanditaire. Et on peut faire des liens là-dessus avec d'autres. Là, c'est Spearman, pour le coup, la méthode de corrélation de Spearman. Et on sait qu'on peut avoir des indicateurs de performance du SOC via des algorithmes qui sont déjà des algorithmes de corrélation qui sont utilisés par nos propres services. Ouais, ça fait partie des remontées d'informations du SOC qui laissent comprendre une mauvaise utilisation du système. Et donc, de fait, il faut savoir en profiter de ces informations pour remonter directement au client. Exactement. Et ça, c'est plus compliqué quand on a un SOC externe, non ? En fait, c'est plus compliqué, sauf quand c'est déjà dans notre méthode de travail. Utiliser une méthode de corrélation comme Spearman ou Pearson, c'est quelque chose qu'on fait tous les jours. Finalement, il faut juste savoir qu'on le fait tous les jours. Et c'est assez rare. D'accord. Bernard, tu voulais ajouter un petit point sur Standard. Un petit complément en matière de performance. Il ne faut jamais oublier qu'un SOC, c'est aussi des composants technologiques. Et donc, dans la performance du SOC, on va observer comment le bon fonctionnement technique des composants technologiques du SOC est lui-même supervisé. Donc, c'est plus facile de superviser le bon fonctionnement technologique lorsque c'est du on-prem, lorsque c'est à la maison, entre guillemets. Pour autant, un SOC performant ne peut pas se passer d'une supervision technique qui va permettre de rendre compte du bon état de fonctionnement de l'ensemble des composants techniques qui constituent le SOC. Et ce besoin de supervision technique, il faut que tout le monde ait en tête qu'il va être démultiplié avec le recours à l'automatisation. Plus on utilisera des process automatiques, plus on devra avoir l'assurance raisonnable que techniquement, les moyens techniques qui réalisent ces process sont up and run, qu'ils sont eux-mêmes à jour et qu'ils sont eux-mêmes en bon état opérationnel et de sécurité. Donc c'est en fait une récursive que l'on enclenche sur la surveillance technique. C'est-à-dire, il y a la surveillance cyber, très bien, mais il y a la surveillance technique, y compris des moyens cyber. Ne jamais oublier ça dans les pures globales. Voilà, tout à fait. Donc, on parlait de cécité tout à l'heure. On passe maintenant sur les problèmes qu'on rencontre, les problèmes de fonctionnement. Toi, Bernard, tu as un SOC interne et externe. Et quels sont ? Interne et externe, oui. Et les problèmes de fonctionnement que tu rencontres dans l'un et dans l'autre, est-ce qu'on peut... Alors, je vais répondre pas uniquement dans mon cas personnel, mais dans finalement tout ce qui remonte de la communauté du Césin. Alors, je suis désolé, ça va parfois être un peu proche du cliché, mais pour autant, c'est assez révélateur. Concrètement, lorsque le SOC est externe, il a des difficultés à bien interpréter les impacts métiers sous-jacents. Et donc, il va donner une position technique générique et il ne va pas être en capacité de tout de suite le décliner spécifiquement pour l'entreprise. Donc, ça nécessite pour l'entreprise d'avoir une sorte de démodulateur qui va intégrer ce que dit le SOC partie externe et qui va le transformer en impact métier supportable, admissible ou pas. À l'inverse, lorsque l'on a le SOC qui est interne, il y a une course de vitesse sur le maintien des compétences, sur les mises à niveau technologiques, et puis il y a aussi la question du budget, la question de la capacité économique à se doter de moyens technologiques de plus en plus performants. Donc, l'approche préconisée, c'est finalement mélanger le meilleur des deux mondes et d'avoir une logique capacitaire. Et moi, c'est ma préconisation. C'est-à-dire raisonner capacité en termes de processus métier, et il ne doit pas y avoir de dogme pour dire celui-là est meilleur que l'autre. Non. On doit l'analyser, l'objectiver au cas par cas. Et de ma longue expérience,
À chaque fois, c'est la convergence de compréhension du besoin, je dirais besoin client, mais la compréhension du besoin de l'entreprise qui fait que derrière ça marche. Et j'ai déjà évoqué, l'une des méthodes consiste à partager une même grammaire. Ensuite, pour limiter les défauts de l'hybridation, il y a une recette de cuisine assez simple, c'est de faire des exercices de crise en commun entre les équipes internes et les équipes externes sur des cas concrets qui sont qui ne sont pas génériques, mais qui sont adaptés à l'entreprise. Et donc le SOC, on va retomber sur le sujet de la performance. Le SOC, quelle que soit sa nature, plus il sera aguerri, plus il deviendra performant, plus les chronos seront bons, etc. Enfin, c'est un athlète qu'il faut entraîner. Oui, il faut entraîner et en même temps, il faut le tester de temps en temps. Ce qui est aussi pas si simple que ça à réaliser. Mais pour autant, ça fait partie en fait de la maintenance en conditions opérationnelles du SOC. Nastéo, on a des clients qui ont des SOC ouverts en 24/7, d'autres en simplement jour ouvré. Quel est votre avis et votre compréhension du domaine ? Alors tout d'abord, en fait, le premier point, ça va être le besoin et l'usage que le client va en faire, parce que forcément, on va pas mettre les coûts selon ce qu'on sécurise, parce que aussi, ce qu'il faut garder en tête, une matrice importante, c'est que la sécurité nécessite des moyens. Et donc forcément, ces moyens-là, on va les mettre face à soit une sensibilité de données, soit la sensibilité de l'enjeu dans lequel je suis. Et donc, on va pas avoir les mêmes prérogatives, par exemple, sur une municipalité que sur une entreprise, selon les données, la quantité qu'elle va générer et qu'elle va manipuler. Et le point le plus important, c'est parce qu'une attaque ne choisit pas un temps et va pas dire c'est bon, c'est en heure ouvrée, en jour ouvré, je vais pouvoir attaquer là et puis je vais attendre que ça ferme et puis je vais faire un autre comportement. L'idée, c'est comment on peut avoir quand même une forme de continuité de cette intelligence et c'est là où l'automatisation va prendre son sens, parce qu'il va permettre de temporer le temps, entre guillemets, où on n'a plus cette intelligence humaine, parce que finalement, l'ouverture du SOC, tel qu'on en parle, c'est la présence humaine. Parce qu'en réalité, on peut aussi imaginer et pousser le sujet sur une continuité de cette automatisation avec les incidents de réponse qui sont dans ces processus-là. Parce qu'en réalité, la réduction du temps de réponse et la réduction de la réaction, pour moi, s'articule sur 3 choses. D'abord, la coordination qu'on va avoir avec les personnels qui sont dans le SOC. Ensuite, il va y avoir la disponibilité des outils et surtout les processus qu'on a imaginés sur ces temps de réponse et les réactions et les processus de réaction qu'on a imaginés. Partant de ces 3 pivots-là, forcément, la bonne pratique et l'état de l'art pour y tendre, il faut mettre les moyens qui vont bien en face. Pour autant, c'est là où notre table ronde et notre réflexion commune a du sens, c'est de se dire, est-ce que cette automatisation-là va pousser le sujet justement à nous amener tous vers ce 24/7 avec une forme où on aura une confiance en l'outil. Et donc, c'est là où on va aussi avoir d'autres indicateurs, d'autres mesures et des réponses qui vont être décalées avec une acceptation de ce risque-là. Et donc, forcément, de faire porter sur quel outil, sur quel niveau, sur quelle partie. Et donc, voilà, c'est toute cette réflexion-là qui va être déportée sur la question d'automatisation. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, quand on parle d'automatisation, on voit bien que l'humain joue un rôle relativement important. Et en l'occurrence, donc en fonction des différents types de SOC, on a des compétences à culturer et puis en même temps à cultiver. Et Mouhidine, vous qui jouez un rôle de partenaire, comment vous arrivez à gérer justement cette proximité des analystes SOC vis-à-vis des entreprises? Comment vous gérez dans la continuité le maintien en condition des compétences des personnels du SOC? La première réponse, la formation de nos collaborateurs. Mais la formation, c'est marrant parce que la plupart du temps, on va entendre la formation sur le métier de l'analyste. Mais en fait, pas que sur aussi le métier de nos clients. Faire de l'immersion, par exemple, nous, quand on va gagner un nouveau service, dans notre fameux manuel qualité, on va aller avec nos analystes chez notre client pour comprendre le métier. C'est-à-dire qu'on va s'asseoir avec nos clients et se dire, tiens, comment fonctionne ton système d'information? Pendant combien de temps vous faites ça? Ça dépend de la plateforme. Du client. Par exemple, sur des environnements industriels, là où c'est clairement notre métier, où on commence à avoir un certain savoir-faire, parce qu'on supervise des environnements industriels depuis 2006,
Bon, du coup, ça peut prendre une semaine, ça peut prendre 2 semaines, ça peut prendre 3 semaines, ça peut être des modes hybrides ou 2 jours par semaine pendant un mois. En fait, ça dépend aussi de nos clients. Mais globalement, comprendre le système d'information, c'est encore une fois important. Donc, du coup, ça en fait partie. On est une ESN. Donc, réduire le taux de turnover, c'est aussi une question primordiale, mais enfin, finalement pour une ESN ou pour tout type de structure, avoir des analystes qui restent longtemps sur les périmètres, en aussi leur donnant de quoi manger longtemps, hein, c'est important, sans s'ennuyer, c'est important. Ouais, tout à fait. Surtout que en fonction du SOC qui soit nearshore, offshore, on a en même temps des problématiques de langue et de compréhension donc du fonctionnement. Oui, mais pas que de langue. On a aussi des problématiques de matériel. Comment on envoie des sondes de détection sur certains pays, certains environnements. Comment on collecte des données sur certains environnements. Et la barrière de la langue. Mais la barrière de la langue aujourd'hui, on peut demander l'avis de mes confrères, mais on parle quasiment tous anglais. Nos analystes aujourd'hui sont quasiment anglophones. Nous, on a fait le choix d'avoir que des analystes en France. Donc, on n'a pas de services externalisés. Par contre, on a des services internationaux. Donc, on travaille pour des clients qui sont souvent, enfin, parfois des multinationales, donc ce sont multisites. Et du coup, on a aussi l'intérêt à avoir des clients qui sont très bien organisés pour gérer du multisite. Et ça facilite, nous, notre interaction avec ces différentes entités. Je prends un exemple d'une société ou d'un client qui a 3 usines sur 3 continents. Globalement, si son organisation est déjà à l'échelle pour synchroniser ces 3 usines-là, ça nous facilite vachement la tâche. Ouais. C'est intéressant cette notion d'implication en fait des analystes SOC dans le fonctionnement de la machine, et en particulier sur un point qui est assez intéressant, c'est cette notion de responsabilité. Quand par exemple au niveau du SOC on détecte une action qui est proche d'une cyberattaque, comment est-ce qu'on fait pour dire qui a le droit de dire faut arrêter le système, il faut bloquer? Bernard, ton feedback sur comment on fait? Ouais, déjà, c'est un premier indicateur du niveau de maturité de la structure. C'est jamais simple pour une organisation, quelle qu'elle soit, d'appuyer sur le bouton rouge qui va faire qu'elle va s'isoler, qu'elle va se confiner, qu'elle va se couper du reste du monde. Et là, pour le coup, mon retour d'expérience, c'est que quand on arrive dans des situations pareilles, c'est plus un sujet d'analyste SOC, c'est plus un sujet même du N3 du SOC, c'est un sujet d'entreprise. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la préparation au pire, dans l'entraînement à la gestion de la crise, le SOC doit être force de proposition, de manière à ce que l'organisation, la ligne managériale de l'organisation décide qui finalement peut et doit appuyer sur le bouton rouge lorsqu'il est nécessaire de le faire. Et je pense que si des entreprises, si des organisations ne se sont pas encore posé cette question, ça veut dire qu'il faut les accompagner pour continuer de monter en maturité. Donc préparer le pire en faisant tout pour qu'il ne survienne pas, ça fait partie de notre travail du quotidien. Oui, tout à fait. C'est cette notion de comment on donne en fait de la puissance au SOC pour automatiquement faire quelque chose. Franck, tu proposes je voudrais compléter parce que concrètement, les attaques, elles se passent rarement quand on travaille. Elles se passent souvent la nuit, les week-ends, etc. Et ensuite, l'automatisation, elle se contourne. Puisqu'en face de nous, on a un assaillant qui bien souvent est intelligent, et s'adapte au contexte. D'accord ? Donc, pour moi, je pense que la présence H24/7/7, elle est essentielle. Parce qu'on n'a pas forcément des équipes d'astreinte en interne dans nos équipes. Donc, c'est la partie qui potentiellement est sous-traitée, entre guillemets, avec un partenaire de confiance. Le deuxième élément, effectivement, qui est essentiel, c'est est-ce qu'on a la capacité de se dire, par défaut, tu coupes, et après on réfléchit. Il y a des endroits où on ne peut pas le faire, parce qu'il y a du vital, il y a un certain nombre de choses, mais quand on peut se le permettre, ça peut être aussi le comportement par défaut. Donc nous, c'est des questions qu'on s'est posées, on a dit, c'est pas compliqué, tu n'arrives pas à nous joindre, tu coupes. Voilà. Donc on isole les machines qui sont compromises. Donc je crois que c'est essentiel, toujours penser à la célérité, et que l'automatisation, c'est la systématisation, donc c'est répondre à des choses qui sont connues, et en face de nous, on a des gens qui s'adaptent.
Ouais, tout à fait. C'est cette notion comment j'arrête. Mais après aussi, il y a la notion comment je redémarre, qui est aussi un autre domaine. C'est pas si simple que ça. Et pour le dernier thème, on va parler d'intelligence artificielle et tout ce qui permet en fait de bénéficier de cet axe pour pouvoir améliorer en fait son SOC. Bernard, quelques idées là-dessus, s'il te plaît. Vous savez comme moi que maintenant on parle de différentes formes d'intelligence artificielle. Donc la première qui est intéressante, c'est l'intelligence artificielle générative. Ça va permettre de challenger tout le prescrit. Ça va permettre de regarder si on n'a pas des incohérences dans nos processus et procédures. Ça va permettre également d'analyser le passé. Donc ça, c'est le premier volet. Le deuxième apport, je pense, attendu de l'intelligence artificielle, ça va être de modéliser des situations pour aider à la prise de décision. Quand je dis modéliser les situations, c'est simuler les conséquences de la décision que l'on va prendre. C'est un peu ce que font les attaquants les plus évolués. Les défenseurs, il faut qu'on apprenne à le faire aussi. Donc ça, c'est une attente forte vis-à-vis de l'intelligence artificielle et je pense qu'elle est en capacité de nous l'amener. C'est pas décider à notre place, mais c'est de montrer les conséquences de nos décisions. C'est le premier niveau d'aide à la décision et je pense qu'on aura déjà franchi un palier très intéressant. Ouais, c'est vrai, il y a cette notion comment identifier les réactions en chaîne aussi au travers des playbooks. Tu as quelque chose, Mouhidine, sur cette partie-là? Oui, globalement, on parlait de modélisation de réaction, et c'est assez important, c'est comment on identifie... Avec de l'IA. Exactement. Comment on identifie un incident de sécurité, on sait l'identifier, on le qualifie, bon, très bien, faux positif, faux positif, on lance un playbook, on arrête un service. Prenons un exemple simple. Tout le monde aujourd'hui a quasiment un Active Directory dans son système d'information. On arrête un des services de l'AD. Et du coup, comment on arrive à modéliser toute la chaîne de réaction d'arrêt de ce service-là, qui n'est pas finalement modélisé en action 1 sur l'orchestrateur, puisque l'arrêt du service, peu importe lequel, sur un AD, se fera. Mais du coup, l'application de gestion RH ou de congé pour les collaborateurs, du coup, elle sera plus accessible. Et du coup, comment on modélise ça? Alors là, je viens de donner une modélisation, un modèle simple, mais on peut avoir des modèles très complexes sur de l'industrie, par exemple. Sur l'industriel, effectivement. Je vois qu'il y a une question dans le fond de la salle. Est-ce que vous pouvez vous approcher un petit peu, s'il vous plaît? Et là, j'ai un micro. Bonjour, Nina Cerci, donc je suis SOC manager pour le groupe SEB, donc ça m'intéresse au premier chef, ces questions. Je voulais savoir par rapport à l'intelligence artificielle, très concrètement, vous imaginez ça comment? Parce que là, je vois pas trop comment l'intelligence artificielle générative, par exemple, peut vraiment nous aider. Donc si vous pouviez donner un exemple concret. Je vais répondre. En fait, le plus souvent, le prescrit a été transformé sous forme documentaire. Donc vous prenez un robot, n'importe lequel, d'intelligence artificielle, et vous lui demandez de détecter les similitudes, les incohérences et les contresens entre toute la production documentaire qui est déjà disponible, et vous allez avoir des surprises. Après, il faut challenger, bien évidemment, la réponse de l'IA générative. Pour ce qui concerne le deuxième volet, sans céder à la mode du buzzword, c'est la logique du jumeau numérique. En fait, l'IA doit permettre de modéliser la conséquence des prises de décision sur le système d'information. Typiquement, ce qui a été évoqué, c'est que pour un humain, c'est très compliqué de vraiment multidimensionnel, d'arriver à comprendre les effets dominos qu'il provoque. Bon, l'IA est un aide pour visualiser les différentes conséquences. Bon, tout à l'heure, tu as parlé de l'AD, mais dans les organisations qui ont des systèmes d'information complexes, les composants technologiques sont interagissants. Donc typiquement, on arrête temporairement un composant, on coupe une route, on coupe un flux, mais pour autant, il y a des tas de synchronisations, parfois assez profondes, qui ne sont pas forcément visibles, qui ne sont pas forcément, pour le coup, bien documentées.
Et donc là, on va avoir besoin d'une intelligence complémentaire pour nous dessiner, ne serait-ce que nous dessiner les conséquences sur la cartographie des flux de ce qu'on est en train de dessiner. C'est le premier niveau. Alors, quand l'organisation a un système d'information simple, à la limite, on pourrait imaginer de le faire à la main. Bon, les archis réseau vont être capables de le faire. Mais lorsqu'on est une entreprise avec un système d'information complexe, voire un système d'information qui est hybride, à ce moment-là, eh bien, on dépasse les capacités humaines, surtout s'il faut faire cette modélisation en temps contraint. Je reviens à la notion du chrono. Quand il faut faire ça très vite, ça dépasse les capacités humaines. Super. D'autres questions? Je vois qu'on est arrivé au terme de cette table ronde. Des points complémentaires? Je veux juste rajouter un point complémentaire. Il y a aussi la question d'être en capacité d'analyser toutes les réactions passées pour donner des champs aussi de formation et de simulation d'attaque pour continuer finalement à contribuer à la formation continue également des analyses sur le SOC, d'avoir cette complétude entre les menaces récentes, les comportements passés, etc. et d'avoir en génération des terreaux d'analyse et de réaction qui vont permettre à la fois de créer une forme de proactivité et de mise à jour dans les processus, mais aussi une forme de simulation, donc un terreau de simulation pour l'ensemble des équipes intervenant sur les réactions incidents. J'ai un petit complément aussi sur l'automatisation. Bravo. Bon, voilà, c'est fini. Vas-y. Non, on a encore à une minute, vas-y. En fait, quand on automatise, on suppose que les sources fonctionnent bien. Donc imaginez que vous avez par exemple de l'automatisation qui va mettre en protection des comptes, potentiellement en resetant des mots de passe, et que tout d'un coup il y a une défaillance sur l'outil de protection, et vous vous retrouvez peut-être avec 400, 500 comptes complètement bloqués, et potentiellement 500 personnes qui ne travaillent pas. Donc il faut faire aussi bien attention à tous ces cas-là, donc d'avoir potentiellement pensé dans les mécanismes d'automatisation quelque chose d'un peu nilpotent, c'est quelque chose qu'on peut inverser assez facilement, sauf que quand vous échangez le mot de passe, c'est fini, quoi. Un exemple, mais ça arrive. Merci beaucoup de votre attention et merci beaucoup à ces chères personnes.